À la une de ce journal, le producteur du coton et de la nacarde s'est tenu au parc des expositions pour la première fois. Un partenariat financier d'un montant de 100 millions d'euros, soit 65 milliards de francs CFA, a été signé entre la Banque nationale d'investissement de Côte d'Ivoire et la Banque européenne d'investissement. À suivre dans ce journal, l'annonce de la première édition du premier marché africain des solutions spatiales qui se tiendra au parc des expositions d'Abidjan le 6, 7 et 8 mai prochain. Laurent Tiagua, ministre des Eaux et Forêts, est allé à la rencontre du secteur privé ivoirien représenté par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. On en parle tout de suite. Nouveau jour, nouvelles informations. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre rendez-vous de chaque jour sur la télé utile que nous sommes. Débutons ce journal avec cette actualité, mettre en lumière le potentiel des filières coton et anacarde en Côte d'Ivoire. Tel est l'objectif des journées nationales du producteur du coton et de l'anacarde qui se tiennent pour la première fois du 17 et prendra fin ce 18 janvier 2025 au parc des expositions. Cette rencontre initiée par le Conseil du coton et de l'anacarde a été l'occasion de dévoiler le prix d'achat bord champ de la noix de cajou pour la campagne 2025 fixé à 425 francs CFA avec pour thème valoriser durablement le potentiel des filières coton et anacarde pour des producteurs prospères. Kouné Nanogo et c'est Ekissi. La Côte d'Ivoire confirme son leadership mondial dans la filière anacarde et renforce sa position dans le top 4 africain des producteurs de coton. Les journées nationales du producteur du coton et de l'anacarde JNPCA, organisées du 17 au 18 janvier 2025 au parc des expositions d'Abidjan, ont célébré ces performances. Dans le contexte du zonage du bassin cotonnier, la production nationale du coton graine est passée de 352 134 tonnes en 2013 à un record de 559 483 tonnes en 2021. En dépit des contraintes, la Côte d'Ivoire se maintient entre la 3e et la 4e place des pays africains producteurs du coton. Quant à l'anacarde, initialement introduite pour freiner l'avancée du désert dans le nord de notre pays, cette plante écologique s'est hissée au rang de culture de rente stratégique. Les meilleurs producteurs et transformateurs ont été honorés, témoignant des efforts d'excellence au sein des filières. Par ailleurs, le prix bord champ de la noix de cajou pour 2025 a été fixé à 425 francs CFA, représentant une hausse de 54% par rapport au prix de la campagne précédente. Au titre de la campagne 2025, le président Alassane Ouattara a consenti à une hausse très substantielle de 54%. 54% du prix bord champ de l'anacarde par rapport à la campagne précédente. Ce sacrifice va permettre aux producteurs d'engager un supplément de revenus de 173 milliards. Donc globalement, ce sont 489 milliards de francs CFA qui seront distribués aux producteurs. L'anacarde doit rester au cœur de notre stratégie de transformation locale. Nous sommes certes fiers d'être classé leader mondial de la production des noix brutes. Mais nous devons garder à l'esprit notre objectif de parvenir à transformer localement plus de la moitié de la production d'ici 2030. Cette première édition des JNPCA 2025, placée sous le thème « Valoriser durablement le potentiel des filières coton et anacarde pour des producteurs prospères », marque ainsi une nouvelle étape vers une agriculture plus performante et résiliente.
Dans cette même première journée nationale du producteur du coton et de l'anacarde, JNPCA s'inscrit désormais comme une plateforme majeure pour valoriser les acteurs clés de ces filières stratégiques au Côte d'Ivoire. Les producteurs ont salué à la fois l'initiative du Conseil et annoncent le nouveau prix Borchamp de la noix, je l'ai dit tantôt, de cajou pour la campagne 2025 fixé à 425 francs CFA le kilogramme. Une mesure perçue comme une avancée significative vers une prospérité durable pour ces travailleurs essentiels de l'économie ivoirienne. On les écoute. Nous voulons déjà encourager les organisateurs et surtout ceux-là qui ont bien voulu nous associer à cette magnifique cérémonie parce que pour nous c'est une très belle aubaine, c'est une très belle grande vitrine d'expression, une grande vitrine de tous les acteurs. Et depuis que nous sommes là, ce sont des rencontres, ce sont des échanges, des B2B et tout. En tout cas, il y a beaucoup de partenaires extérieurs qui sont sur l'événement. En ce moment, c'est vraiment des sentiments de joie. C'est une joie immense qui nous anime. Tout ce qui concerne l'anacarde doit être promu. Donc c'est franchement une très bonne initiative que le Conseil coton anacarde a pris pour promouvoir en fait ce produit que nous avons à profit. Dans ce même registre, la Banque nationale d'investissement BNI de Côte d'Ivoire et la Banque européenne d'investissement, avec le soutien de l'Union européenne, ont signé le vendredi 17 janvier 2025 au centre intégré de la BNI un partenariat financier d'un montant de 100 millions d'euros, soit 65 milliards de francs CFA. Ce financement s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale Gateway de l'Union européenne visant à promouvoir des investissements responsables et durables dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. En Côte d'Ivoire, il ambitionne de moderniser la filière cacao tout en renforçant sa durabilité économique et environnementale. Ami Korobara, Richard Akeke était sur place. Signature, poignée de main entre le directeur général de la Banque nationale d'investissement de Côte d'Ivoire, Youssouf Fadiga, et Ambroise Fayol, vice-président de la Banque européenne d'investissement, pour concrétiser ce partenariat. 100 millions d'euros, soit 65 milliards de francs CFA. C'est le montant de cette convention qui vise des objectifs clairs de part et d'autre par les parties signataires. Alors il faut dire que depuis un certain temps, les autorités ivoiriennes sont engagées dans une politique de durabilité, de financement de l'économie durable. Et comme vous le savez, le secteur de l'agriculture est un secteur extrêmement important pour l'État de Côte d'Ivoire. Et comme vous le savez très bien, le feu Félix Houphouët-Boigny avait dit que l'économie, l'avenir de ce pays repose sur l'agriculture. Et au cœur de l'agriculture, on a le cacao. Et cette politique vise justement à faire en sorte que toute la politique de durabilité soit déclinée aussi au niveau du secteur du cacao. Et notre partenaire, en l'occurrence du jour, la Banque européenne d'investissement a également une politique extrêmement importante dans le secteur. Vous savez que l'Union européenne est un des marchés les plus importants pour le cacao. Et donc, on profite de leur savoir-faire avec notre ancrage local pour faire en sorte que cette politique soit justement déclinée au niveau du cacao. Pour Ambroise Fayol, ce financement, qui est l'un des plus importants de la Banque européenne d'investissement en Côte d'Ivoire, s'aligne sur les normes strictes de l'Union européenne en matière de développement durable et celles de la Côte d'Ivoire, avec un accent particulier pour le cacao durable et la jeunesse. Pour la BEI, il s'agit de la transaction financière la plus importante que nous avons jamais signée en Côte d'Ivoire. Donc 100 millions d'euros, c'est un montant très important et on est très fiers de pouvoir le faire avec la BNI, compte tenu de l'objectif de ce projet qui est parfaitement en ligne avec les priorités européennes. Et c'est mon deuxième point. Nous sommes venus ici pour signer des projets et mettre en place des projets qui visent à la fois à aider les autorités ivoiriennes dans la transition bas carbone et qui sont parfaitement en phase et avec la priorité européenne en faveur du cacao durable, mais aussi les priorités ivoiriennes en faveur du cacao durable. Au cœur de ce partenariat figure l'entrepreneuriat féminin, une lutte acharnée contre la déforestation et le travail des enfants, des fléaux qui freinent le développement durable du cacao ivoirien. Cette signature de convention s'est faite en présence de plusieurs personnalités, dont l'ambassadrice de l'Union européenne, Francesca Di Moro.
Une autre bonne nouvelle, le parc des expositions d'Abidjan accueillera le 6, 7 et 8 mai prochain le premier marché africain des solutions spatiales MAS en sigle. Cette première édition du MAS aura pour thème les solutions spatiales pour le développement socio-économique de l'Afrique avec pour invité l'Afrique du Sud et Abu Dhabi. Sachez que ce marché réunira dans un même espace le secteur privé et universitaire africain pour échanger et élaborer des stratégies en vue de conquérir un secteur économique qui échappe à l'Afrique. Le compte-rendu de cette conférence est fait par Philippe Zabo et Ezekiel Seri. Faire d'Abidjan un hub spatial, tel est l'objectif du MAS, le marché africain des solutions spatiales. Parce que c'est un marché d'environ 19 milliards de dollars où la part de l'Afrique n'atteint pas les 1%. Un défi à relever selon le représentant de l'Agence spatiale africaine, partie prenante dans l'organisation du MAS. L'Agence spatiale africaine n'est rien d'autre que la gouvernance que l'Union africaine s'est donnée. Donc c'est un organe spécialisé qui s'occupe de l'espace. Et quand on parle de l'espace, on regarde toutes les infrastructures au sol, tout le développement des satellites, mais tout ça ce sont des équipements. Mais ces équipements doivent produire des services. Par exemple, mesurer la qualité de l'eau. Par exemple, regarder là où se trouvent les meilleures terres pour l'agriculture. Donc tout ça sont des applications. Et l'agence spatiale a 2-3 objectifs. C'est de nous assurer qu'aucun Africain soit en arrière des sciences spatiales. Deuxièmement, c'est de mobiliser les jeunes à aller vers les sciences spatiales et à apprendre les sciences spatiales. Le contexte historique et les enjeux du MAS ayant été définis, l'honneur est revenu au commissaire général de l'événement d'en présenter les points saillants. Qu'est-ce que vous allez trouver au niveau du marché? Vous allez trouver tout ce que le spatial fournit en bien. Toutes les solutions que vous utilisez au quotidien. Lorsque vous utilisez le GPS, vous utilisez un produit du spatial. Lorsque vous utilisez même, lorsque vous appelez les pompiers viennent, les équipements qu'ils portent sont des innovations du spatial. Donc, il y a des produits au quotidien que vous utilisez, vous ne savez même pas que ça vient du spatial. Venez voir les solutions, aussi bien pour les particuliers et pour les gouvernements. Nous sommes sûrs que le spatial peut révolutionner le développement des États africains. Vraiment, les 4 segments du spatial. On demande juste, nous créons la plateforme, on va faire, avec l'aide de l'Agence spatiale africaine, venir tous les joueurs mondiaux. 300 exposants et 3000 visiteurs sont attendus au MAS. La conférence de presse a été suivie par de nombreuses personnalités, dont les représentants des ministères de la Défense et de l'Enseignement supérieur, entre autres. Souhaitez-vous avoir des informations sur le secteur minier en Côte d'Ivoire? Eh bien, cela est possible car le groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire a officiellement présenté le magazine Qu'il vous faut. Le 4e numéro de Omine met en lumière les métaux et terres rares présentés dans le sous-sol ivoirien à travers des articles bien illustrés. Anja Semien et Tima Traoré nous parlent de l'importance de ce magazine. Suivez. Le numéro 4 du magazine Omint est là. L'outil de référence informationnelle des professionnels du secteur minier fait son apparition avec des données très précises et récentes de l'évolution de l'industrie minière en Côte d'Ivoire. Le groupement des professionnels des miniers de Côte d'Ivoire gagne ici le pari d'ouvrir le secteur minier aux nationaux et de faire connaître ses opportunités. Alors, le magazine Omint est un besoin urgent du secteur minier qu'on a initié depuis 2016, mais qui est vraiment plus actif maintenant depuis l'année 2024, donc fin 2023-2024. Il a une périodicité trimestrielle. Ce qu'on essaie de faire avec ce magazine-là, c'est d'adresser, de développer un outil qui permette d'améliorer la visibilité de tous les acteurs sur notre secteur. 4% du PIB ivoirien, c'est la contribution de l'industrie minière. Et pourtant, les métaux et terres rares se positionnent comme des leviers incontournables qui pourraient transformer les perspectives de développement ivoirien. Ce 4e numéro, placé sous le thème « Les métaux rares et leur progrès pour l'avenir », met en lumière le rôle majeur de ces ressources dans la transition énergétique. Axé sur 3 modules, ce magazine de 54 pages est composé de 13 rubriques. Alors, comme on vous l'a dit, ce 4e numéro adresse spécifiquement la question du sujet des métaux rares, ou métaux critiques, ou métaux stratégiques, dépendant de comment est-ce qu'on l'aborde.
On a voulu le mettre en lumière parce que vous remarquerez que dans le code minier en révision, le sujet des métaux critiques revient sur la une. Je recommande ce magazine à tout un chacun et j'espère qu'il sera lu et vu dans toutes les administrations et institutions possibles. Omins Magazine, c'est 2000 exemplaires en français et en anglais destinés à l'ensemble des parties prenantes du secteur minier, des institutions de la République, des ministères, des ambassades, consulats, organisations nationales et internationales, ainsi que des institutions financières. Changeons de chapitre à présent, la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, CNPC-CI, a désormais un nouveau membre. Il s'agit de Armand-Éric Yao, nommé vice-président chargé des relations avec le ministre de la Construction. Ce nouveau membre a été reçu par le vice-président de la Chambre, Koulibaly Yamoussa, afin de le présenter solennellement et annoncer sa nomination en lui témoignant le soutien de la Chambre pour ses nouvelles fonctions. Walter Kofi et Richard Akeke étaient sur place. Armand-Éric Yao a été nommé vice-président chargé des relations avec le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et les institutions à la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Une nomination faite par Siriki Sangaré, président de la Chambre, accompagné dans son action par son vice-président Yamoussa Koulibaly. Le vice-président de la Chambre nationale de promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire et PDG de Chimenter a profité de l'occasion pour réaffirmer l'engagement de son organisation à soutenir les actions de l'État sur tous ses chantiers immobiliers et ainsi que ses innovations telles que l'ADU, entendez l'attestation des droits d'usage coutumiers. Ensemble, main dans la main, pour que aussi on aide l'État à mettre en place cette nouvelle donne qui vient apporter de l'énergie, de la sérénité au sein des populations en termes de foncier, en termes de mobilier en Côte d'Ivoire. Véritablement, c'est notre engagement et c'est le lieu de dire merci au président Alassane Ouattara qui nous met tout en œuvre pour que le secteur privé puisse prospérer. Remercier le président, le premier ministre Begré Mambé pour les actions qu'il mène aux côtés des entreprises et notamment notre dernier remerciement revient au ministre Bruno. Ma première mission, c'est d'abord de soutenir les opérateurs immobiliers de Côte d'Ivoire, de les amener d'abord à aller s'inscrire et se faire recenser pour qu'ils soient non seulement opérateurs immobiliers agréés. À travers cette nomination, la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire veut amorcer l'année avec une nouvelle dynamique. Comme annoncé en titre, Laurent Tchagba, ministre des Hauts et Forêts, est allé à la rencontre du secteur privé ivoirien représenté par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC en sigle. Au cours des échanges, la restauration du couvert forestier ivoirien, le ministre a sollicité le soutien du patronat dans l'accompagnement des mesures prises par l'État qui entend porter son couvert forestier à 6,5 millions d'hectares d'ici 2030. Walter Kofi et Marius Seri. Porter le couvert forestier à au moins 20% du territoire national à l'horizon 2030 ne se fera pas sans l'apport du secteur privé. C'est ce qu'est venu notifier le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, qui était face au patronat ivoirien. Il est revenu sur l'ensemble des projets de reboisement, de préservation de la biodiversité, de lutte contre le changement climatique et de sensibilisation qui nécessitent des financements repartis, soit 35% de la part de l'État et les 65% sont à rechercher auprès des partenaires, dont principalement le secteur privé. Lorsque comment dirais-je, on veut faire du reboisement, il faut avoir le financement. Bon, le financement, l'État seul ne peut pas. Comme je le disais tout à l'heure, l'État seul ne peut pas
mobiliser tant d'argent pour pouvoir faire le reboisement, pour lutter contre la déforestation. Donc on est obligé de tendre la main au secteur privé. Et nous, on se déplace pour aller à Paris, pour aller à New York, à Washington, pour pouvoir voir les bailleurs. Mais le secteur privé qui est sur place, on ne le consulte pas. Donc c'est pourquoi je suis venu voir le secteur privé en passant par leur fêtière, à l'effet de les associer eux aussi à la mobilisation des ressources pour pouvoir atteindre cet objectif de 2030. Après les échanges, les deux parties se sont mis d'accord sur la mise en place d'un comité. Rebondir sur la proposition que le ministre a faite de mettre en place un comité qui va regrouper les deux parties et qui permettra d'approfondir les échanges démarrés aujourd'hui, parce que c'est une grande première pour nous. Et nous sommes intéressés à faire en sorte que ces échanges-là se poursuivent. Il est bon de rappeler que sur les 616 milliards de francs CFA attendus pour le financement de la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts, l'État doit mobiliser 35% et les 65% sont à rechercher auprès des partenaires, dont principalement le secteur privé. Parlons santé à présent. Il faut briser le tabou et le mythe qui entoure la question de la menstruation et la stigmatisation des jeunes sur le volet de la sexualité, car plusieurs jeunes filles élèves des lycées et collèges de Pinda Boroko et d'Apimadoum dans le département de Bandoukou sont confrontées à la méconnaissance de la maîtrise de leur corps. Face à cette situation, l'amicale des jeunes femmes unies pour les œuvres de charité AGIFOC a procédé à une importante campagne de sensibilisation et de distribution gratuite de kits hygiéniques dans ces localités avec pour objectif de lutter contre les grossesses indésirées et éduquer les filles à une hygiène corporelle saine. Voyons tout ça avec Anissé Kwadjo, notre correspondant sur place. L'amicale des jeunes femmes unies pour les œuvres de la charité a lancé une véritable opération de sensibilisation sur l'hygiène menstruelle à l'endroit des filles élèves des lycées et collèges de Penda Boroko et de Apimadoum dans le département de Bandoukou. L'hygiène menstruelle est une question cruciale de santé publique. Pour l'AGIFOC, il est question de briser le tabou qui entoure la menstruation au cœur des lycées et collèges en zone rurale. Mener un combat crucial contre les grossesses précoces en milieu scolaire, ainsi que contre la méconnaissance de l'hygiène menstruelle. Deux problématiques majeures qui affectent nos jeunes sœurs dans leur épanouissement et leur réussite scolaire. Cette opération de sensibilisation en milieu rural a été marquée par une importante conférence prononcée par la sage-femme du centre de santé de Penda Boroko, qui a invité les élèves à prendre des dispositions nécessaires pour leur hygiène corporelle. Pendant les menstrues, il faut être propre. Il faut se protéger, les dessous doivent être propres. Parce que quand les dessous ne sont pas propres, tu peux te faire des infections. Ces infections peuvent même t'envoyer à la stérilité. Plus de 300 kits hygiéniques, comprenant des serviettes hygiéniques, des savons et bien d'autres articles nécessaires, ont été distribués gracieusement à ces filles élèves des établissements secondaires de Penda Boroko et d'Apimadoum, salués par les responsables des systèmes éducatifs et les autorités administratives locales. Je pense que c'est une bonne chose car ça nous permettra d'adopter de bons comportements, de savoir nous comporter et de savoir prendre soin de notre corps. Les enfants sont très enthousiastes. Nous pensons que cela peut contribuer à réduire les taux de grossesse en milieu scolaire. C'est une voie que vous devez suivre, les conseils qu'on vous a donnés. Vous devez suivre ces conseils pour pouvoir évoluer. À travers une telle initiative, l'amicale des jeunes femmes unies pour les œuvres de la charité AGIFOC vise à éduquer les jeunes filles élèves de Penda Boroko et de Apimadoum sur les pratiques sûres de l'hygiène menstruelle, briser les tabous autour de la menstruation. Changeant de direction, le village de Yavra dans la commune de Yamoussoukro a vibré en ce début d'année au rythme de la première édition du tournoi de foot de la cohésion et de la fraternité. Les fils et filles de cette localité, par le passé grenier du riz, ont voulu par cette activité sportive renforcer leur vivre ensemble et surtout penser au développement de leur village. Suivons le reportage d'Emmanuel Bonzo.
Autrefois, grenier du riz en Côte d'Ivoire, le village de Yabra à 10 km de Yamoussoukro entretient jalousement son unité et son vivre ensemble. Fondée par Feu Félix Houphouët-Boigny, le premier président ivoirien, cette localité concentre en effet toutes les communautés nationales et sous-régionales telles que les Sedoufou, les Baoulés, les Yakouba, les Agni, les Bété et les Burkinabés. Pour préserver ce creuset d'unité, le président actuel de la mutuelle de développement a rassemblé les fils et filles de Yabra autour du ballon rond. Vous savez, le sport, c'est un rassembleur. Le sport, c'est la fête. Le sport, c'est la joie. Je demande à toute la jeunesse et à toute la population de Yabra d'être un et d'être soudés. Parce que c'est ensemble que nous pouvons faire les grandes choses. Que la population de Yabra, surtout les jeunes, vraiment dans toute leur splendeur, dans tout le dynamisme qui réunit ce village-là, puissent vraiment accompagner leur président. Parce qu'il a de très bonnes idées et il a pris de très bonnes initiatives afin d'honorer certains engagements qu'il a pris vis-à-vis d'eux. C'est les enfants qui ont organisé et ça me va droit, ok? Ça donne la joie. Quand il y a ça là, les enfants s'entendent. À travers ce match de football, Sylvain Bois veut mettre également l'accent sur les défis de transformation de cette localité qui dispose de nombreux atouts agricoles, notamment en matière de culture du riz. Il faut électrifier d'abord le village. Deuxième, reconnaître Yabra comme village. Troisième, on a notre dispensaire qui a été déjà construit. Et en quatrième position, refaire nos bas-fonds, nos parcelles, les remettre en marche pour qu'on reprenne le travail de riz qu'on sait faire. Ils ont été formés pour ça, nos parents. C'est ce qu'ils savent faire. Rien d'autre, ils ne savent pas faire autre chose. Cette rencontre de football a été donc l'occasion pour les ressortissants de Yabra de renforcer leur cohésion et surtout de marquer leur désir de voir leur village renouer avec le développement. C'est par ici que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end à tous. Au revoir.